Salut les Nakamas, c'est Kenichimaru. Alors aujourd'hui, je suis de retour pour une théorie. Comme vous savez, je suis un grand passionné de manga. Bon, One Piece, c'est vraiment le manga que je surkiffe et que je saigne. Surtout que depuis que Naruto est terminé et que DBZ, c'est terminé aussi. Les mangas que j'ai le plus appréciés sont des mangas qui sont très souvent terminés, comme Full Metal Alchemist et ainsi de suite. Mais ces dernières années, il y a un manga qui nous a tous passionnés. Et ce manga, c'est l'Attaque des Titans. Shingeki no Kyojin. En vérité, le titre exact devrait être « L'attaque du titan assaillant ». En tout cas, j'ai décidé, parce que le manga arrive vraiment à sa fin, on doit être à 3 ou 4 chapitres de la fin, de vous proposer ma théorie sur ce que pourrait être la fin de Shingeki no Kyojin. Puisque, effectivement, nous arrivons à la fin, il est vraiment temps, en tout cas, il était vraiment temps que votre capitaine Kenichimaru vous lâche quand même une petite théorie sur ce manga qui vous a tous fait kiffer et qui me fait kiffer aussi à titre personnel. Il est vraiment magnifique. En tout cas, avant de commencer cette théorie, les Nakamas, abonnez-vous à la chaîne de Kenichimaru parce que je vois que 70% d'entre vous regardent mes vidéos mais ne s'abonnent pas. Donc abonnez-vous, pétez le pouce des likes et maintenant préparez-vous, on va lancer cette théorie sur l'attaque des titans. Avant de commencer la théorie, ou en tout cas en introduction de la théorie, il est important que vous sachiez que pour moi, l'attaque des titans est une histoire qui parle d'une part d'Eren, qui parle effectivement de l'apocalypse et de la perception qui nous est présenté de l'histoire, à travers les yeux d'un personnage, mais aussi à travers un angle d'une population vis-à-vis d'une autre. Et vous voyez que c'est des thèmes qui reviennent très souvent, mais aussi c'est l'histoire, clairement, et ça c'est quelque chose qui apparaît de plus en plus sur les derniers chapitres, c'est une histoire de temporalité. Donc nous allons aborder des thèmes qui sont des thèmes que je viens de vous donner à l'instant. Et vous allez voir que je pense que dès le début, Isayama, et dès le premier chapitre, et le titre du premier chapitre, Isayama nous a déjà expliqué, nous a déjà donné plus ou moins la fin de son œuvre, de son manga. En introduction, je voudrais parler déjà des 9 titans. Qu'est-ce que c'est que l'attaque des titans? Déjà, c'est l'histoire de 9 titans, qui ont chacun des pouvoirs spécifiques, mais dont un a un pouvoir qui semble encore plus spécifique que les autres, et vous allez voir c'est lequel. Le premier titan, c'est le titan originel. C'est le titan qui contrôle tout. Il peut contrôler effectivement les autres titans, modifier les souvenirs et la génétique de tous les Eldiens. On va dire que le titan originel, c'est clairement le pouvoir d'Ymir. C'est le pouvoir d'Ymir Fritz, la première, on va dire le premier titan, la première à être infectée par le parasite. Ensuite, il y a le titan colossal. On va dire que ce titan-là, au-delà du fait qu'il soit vraiment géant et que c'est le plus grand de tous les titans, il a une capacité qui est particulière, c'est qu'en se transformant, il a une capacité d'exploser en fait, de créer une espèce de bombe, une espèce de mini-bombe, une explosion façon bombe nucléaire, en sachant en plus qu'il dégage une chaleur et des vagues de vapeur exceptionnelles. Donc c'est un titan au pouvoir colossal. Vous avez aussi le titan féminin, qui a le pouvoir d'attirer d'autres titans, qui est un titan extrêmement agile et qui a le premier titan d'ailleurs à nous montrer qu'il a un pouvoir de cristallisation, puisqu'on a vu que Annie, se sentant en danger, elle est rentrée à l'intérieur d'un cristal et qu'elle s'est mise dans une sorte d'hibernation. On a le titan cuirassé. Le titan cuirassé, c'est Reiner, en tout cas dans l'histoire qu'on connaît. C'est le titan, on va dire, qui a une peau blindée. Il est assez agile, un peu plus lent que le titan féminin, même largement plus lent, mais il a la capacité d'avoir un blindage quasiment à l'épreuve de toute chose. Ensuite, vous avez le titan bestial. Le titan bestial, celui de Sig Jäger, il fait 17 mètres. Il est assez agile, assez mobile. Il a en plus, Sig, le pouvoir de contrôler les autres titans, mais c'est pas une spécificité du titan Jäger, du titan de Zik. Mais par contre, le titan bestial, souvenez-vous, on l'appelle le titan bestial parce que il représente un animal, un totem. On a vu que si le totem et la transformation de Zik, c'est un espèce de singe géant, par le passé, on peut émettre l'hypothèse que ce titan bestial a pu être un cheval ou même on a vu un poisson, un requin, je sais pas ce que c'était. Donc voilà, le titan mâchoire, celui-là c'est le titan qui est un titan vraiment petit, assez mobile, mais qui a une puissance dans ses mâchoires et dans ses ongles qui fait qu'il peut quasiment tout trancher. Il peut même trancher la cristallisation. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que dans l'attaque des titans, on a vu que la cristallisation, elle
elle peut créer des murs et elle peut protéger d'ailleurs un utilisateur de titan pendant un temps indéterminé, parce qu'on a vu que personne n'a réussi à briser effectivement le cristal d'Annie, et que le titan mâchoire, lui, a pu briser, je spoile pas, mais il a pu briser un cristal. Ensuite, vous avez le titan charrette. Lui, c'est un titan agile qui a une vitesse et une endurance qui est largement supérieure à tous les autres titans. Et chose très spécifique liée à son pouvoir, c'est que c'est le seul titan qui peut rester sous forme de titan de manière assez prolongée. Il peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire plus. Et donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ensuite, on a le titan marteau, ou en tout cas, qu'on appelle des fois le titan marteau d'armes. Lui, il a une capacité qui est exceptionnelle, c'est-à-dire il est agile, il est puissant, c'est un titan vraiment fait pour le combat. Il est capable de générer, de créer des armes. On a vu qu'effectivement, souvent, il utilise un marteau, mais il peut utiliser aussi des arcs avec des flèches, des épées et ainsi de suite. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un titan qui est extrêmement, en vérité, difficile à détruire si on ne le comprend pas ou on ne le connaît pas, parce qu'en fait, l'utilisateur peut se relier, peut se cacher, se relier via un cordon ombilical au titan et se cacher dans un cristal, ce qui le rend vraiment limite indestructible. Et effectivement, le dernier titan, c'est le titan assaillant, dont le seul pouvoir en vérité, c'est le pouvoir a priori, au-delà du fait qu'il est assez agile effectivement et qu'il est assez du coup mobile. C'est pas un titan qui est aussi grand que les autres, que le bestial. Il n'a pas de griffes. En vérité, ce qui le rend a priori par rapport aux autres titans différents, c'est sa capacité à toujours vouloir aller de l'avant, sa capacité à être libre, ou en tout cas à chercher la liberté. Et ça, vous avez vu, c'est quelque chose de spécifique à ce titan-là, parce que beaucoup d'entre vous pensez que Eren Yeager a des pouvoirs qui, par rapport à ce titan-là, qui sont liés à la cristallisation et autres, mais en fait, il n'en est guère. La cristallisation et le pouvoir que Eren a de contrôler les autres titans est en vérité un pouvoir qu'il a parce qu'il a été aussi infecté par ou en tout cas qu'il a reçu le pouvoir de l'originel. Donc en vérité, le pouvoir du titan assaillant, finalement, à part sa motivation, on peut penser que c'est rien, qu'il n'a pas forcément de pouvoir spécifique, que c'est juste un titan, voilà. En plus, contrairement à d'autres titans, comme par exemple le titan bestial, il peut pas parler, le titan assaillant. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que le titan assaillant a une espèce de capacité à voir le futur. Alors ça, c'est un point d'interrogation, mais vous allez voir, c'est un point d'interrogation que je vais vite fait balayer. Pourquoi je parle de capacité à voir le futur? Parce que souvenez-vous, Eren Kruger, qui était le précédent possesseur du titan assaillant, il a dit au père d'Eren Yeager, il lui a dit clairement... bats-toi, ça c'était, souvenez-vous, dans l'épisode 57, il dit à Grisha, donc le père de Eren, bats-toi, accomplis ta mission, pense à Armin, d'accord? Souvenez-vous, il dit, pense à Armin et Mikasa. Et ensuite, il semble se ressaisir et ne pas comprendre ce qu'il a dit. Donc on peut dire, tiens, au début, la première hypothèse, c'est de se dire, ce titan semble avoir, en tout cas le possesseur de titan assaillant, semble avoir des flashs et pouvoir voir dans l'avenir du titan, des futurs possesseurs du titan assaillant. C'est pour ça que Eren Kruger a pu voir effectivement la motivation et le futur d'Eren Yeager. Sauf que dans le chapitre 21 de l'attaque des titans, on voit que Frida Reitz, de la famille Reitz, donc en gros elle qui possédait le titan originel, elle dit clairement, il est impossible qu'à part la personne possesseur du titan originel puisse voir le futur. Seul le titan originel a une espèce de capacité de se projeter dans le futur, un pouvoir aussi démesuré, si on peut dire ça comme ça, et il est impossible que le titan assaillant ait ce pouvoir. Donc, ça nous amène à cette question, mais comment en fait, en gros, Eren Kruger a pu dire à Grisha, qui n'avait même pas encore trouvé sa femme et encore eu Eren en bébé, il a pu lui dire, mais écoute, tu dois sauver Mikasa et Armin. Alors que ce titan n'a pas le pouvoir de voir le futur. Et effectivement, pour moi, je pense, et je vous le dis clairement, que le seul titan qui a la capacité de voir le futur, c'est le titan originel,
Il a le pouvoir d'ailleurs qui lui permet de s'accorder et d'être lié via l'axe à tous les Eldiens. Et ça, on le sait depuis le chapitre 69, puisque les Rhys, d'ailleurs, et à chaque fois qu'un des Rhys a reçu le pouvoir, notamment c'est le cas de la dernière Rhys, Frida, dès qu'elle a reçu le pouvoir du Titan originel, il semblait, d'une certaine manière, déjà leurs yeux changeaient et ils semblaient en quelque sorte résignés vis-à-vis du futur. On ne sait pas jusqu'à quand ils peuvent voir le futur. Ils peuvent peut-être voir le futur 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an et quoi que ce soit. Mais il semblerait que les possesseurs de ce titan semblent à chaque fois résignés et attendre une espèce de futur qui semble inéluctable. Souvenez-vous d'ailleurs, l'ancien possesseur du titan originel, il dit à Kenny, donc on va dire le mentor de Levi, bah, profite finalement du temps parce que voilà, en gros, ça sert à rien qu'on se batte, et il semble profiter du calme pour en quelque sorte attendre sa mort, comme si finalement tout était inéluctable. Et ça, c'est intéressant. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que je pense que de toute façon, ils savent très bien, et je pense d'ailleurs que c'est ce qui s'est passé quand Eren a reçu le pouvoir du titan originel. En vérité, ce que Eren a vu, et le fait que Eren a changé, le fait que Eren ait vu le futur, c'est parce qu'il a reçu le pouvoir du titan originel, en plus d'avoir le pouvoir du titan assaillant. Je m'explique. Je pense que Eren peut voir uniquement son passé et le passé des anciens possesseurs du titan assaillant. Et que l'axe, et comme il a le pouvoir de l'originel, il a la capacité à voir le futur. Mais cette capacité de l'originel n'est que pleinement utilisable que si vous êtes de famille royale. Et ça, on le sait aussi depuis le chapitre 121. Souvenez-vous, Frida, elle confirme que l'assaillant ne peut pas voir le futur. L'assaillant, il ne peut pas voir le futur. Ça, c'est le pouvoir qui est vraiment uniquement à l'originel. Alors, quel est le pouvoir d'Eren alors ? Pourquoi, du coup, par le passé, Eren Kruger, lui, semblait avoir vu le passé en citant le nom d'Eren ? Ah ben, je vais vous dire, et c'est là que la théorie commence, le seul et unique pouvoir du titan assaillant est en quelque sorte une espèce de loupe temporelle. Le titan assaillant ne peut qu'influencer de manière limitée les anciens possesseurs du titan assaillant. Le dernier possesseur du titan assaillant peut influencer, je le répète, les anciens possesseurs du titan assaillant. J'espère que vous avez conscience de ce que ça signifie. Ça signifie qu'en vérité, depuis le début de l'histoire, Eren a non seulement été capable d'influencer le passé, donc ça signifie que Eren a non seulement été capable d'influencer le passé et les actions qui ont lieu aujourd'hui dans l'attaque des titans, mais qu'il l'a fait parce qu'il a vu le futur, et un futur qui semblait inéluctable, et que tous les possesseurs de l'originel, depuis la famille Reitz, et notamment depuis Frida, ont semblé accepter, à savoir que finalement, le monde court à une espèce d'apocalypse et une destruction. C'est pour ça que tous les assaillants, depuis 2000 ans, en gros, ont tout fait pour que le plan que Eren est en train d'accomplir aujourd'hui puisse se faire dans les meilleures conditions. C'est en quelque sorte une sorte d'effet papillon. Chacun, et d'une manière assez subtile, Eren a influencé chaque individu dans le passé qui ont été possesseurs du titan assaillant, afin d'arriver au moment que nous sommes en train de vivre avec lui en ce moment. Dans le chapitre 121, souvenez-vous, je prends souvent cet exemple du chapitre 121, Eren influence Grisha. Il lui dit de tuer les Reitz. Il lui dit de tuer Frida Reitz. L'attaque des titans s'appelle d'ailleurs l'attaque du titan assaillant. Et le titan assaillant, c'est Eren. Je pense qu'en embrassant la main d'Historia dans le chapitre 89, Eren a vu le futur. Il s'est connecté effectivement à quelqu'un qui était de famille de sang royal, comme Sig, et ça lui a connecté avec l'axe et avec le pouvoir de l'originel. Il a vu le futur. Eren a vu le moment sombre que nous sommes en train de voir dans les derniers chapitres, c'est-à-dire l'arrivée du grand terrassement, l'apocalypse. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, à partir du moment où Eren a embrassé la main d'Historia dans le chapitre 89, l'attitude d'Eren, son comportement, une espèce de détachement, une espèce de sentiment que tout est inéluctable et qu'il doit poursuivre son plan quoi qu'il arrive, Eren a changé. Il n'était plus le même individu. Chapitre 44, Eren, il le dit, Armin, c'est toi qui sauveras l'humanité. Et dans le chapitre 136,
Armin, il est dans le chemin avec Zeke. Là, désolé pour ceux qui ne suivent pas les scans, mais je vais spoiler parce que là, vraiment, ça va être du lourd. Souvenez-vous, il y a 2 chapitres qui s'appellent « À toi dans le futur » et « À toi il y a 2000 ans ». Ce sont le chapitre 1 qui s'appelle « À toi 2000 ans dans le futur » et le chapitre 122 donc qui s'appelle « À toi il y a 2000 ans ». Donc il y a bien un personnage qui communique sur 2000 ans. Il y a bien une possibilité que, en vérité, le titan assaillant, celui qui semble vouloir avancer et qui semble vouloir la liberté quoi qu'il arrive, ce titan est en quelque sorte peut-être la volonté d'Ymir, peut-être la volonté d'Eren, mais en tout cas ce titan semble effectivement, depuis 2000 ans, le possesseur semble agir sur une histoire dans une espèce de boucle temporelle. Ymir et Eren sont en fait en quelque sorte connectés depuis 2000 ans. Et en fait, je me dis même qu'il est possible que Ymir ait attendu 2000 ans que les conditions soient réunies pour, en fait, en gros, libérer les Eldiens ou finalement peut-être se libérer elle-même. Et c'est là que vous allez voir que Armin et Sig jouent un rôle. C'est pour ça que Eren l'a répété, je le redis plusieurs fois, il a dit plusieurs fois dans l'attaque des Titans que c'est Armin qui changera le monde. Et pour moi, le plan il est simple, et c'est ça ma théorie. 1. Il est important pour Ymir ou pour Eren de faire capturer Armin. Et effectivement, c'est là que c'est intéressant, Armin et Zeke font tous les deux partie du plan et se retrouvent effectivement tous les deux dans l'axe. Ensuite, la chose la plus importante, c'est que Eren se transforme, cela créera une explosion, que Armin se transforme, cela créera une explosion énorme, une explosion géante dans la tête d'Eren. 2. Eren explose et le parasite qui est à l'intérieur d'Eren apparaît. Mais effectivement, Eren va se cristalliser. Vu qu'il a le marteau d'armes, d'ailleurs, il a la capacité de se cacher. Maintenant, souvenez-vous, de la même manière que Armin a un rôle important à jouer, souvent Reiner et même Eren, ils se sont rapprochés d'un personnage que vous allez voir qui a un pouvoir spécifique. Souvenez-vous, dans mon introduction, je vous ai parlé des 9 titans, et ce personnage intéressant qui va aussi jouer un rôle aussi important que Armin, et qui représente aussi un personnage d'ailleurs qui vole, d'accord? Souvenez-vous, la symbolique de voler, de la liberté, des ailes. Ce personnage, c'est Falco. Falco, il a le titan mâchoire. Le titan mâchoire, il a la capacité de tout trancher. Il peut trancher un être, même un Eldien ou un des titans qui est cristallisé. Et c'est là, effectivement, que je pense que Falco va manger et tuer Eren. D'ailleurs, c'est, je pense, ce qu'Eren a voulu depuis le début. C'est pour ça que Eren a en quelque sorte rapproché de Falco pour le trahir, le décevoir et le forcer à faire ce que Falco, d'ailleurs, qui est un être extrêmement gentil, je pense, n'aurait pas forcément voulu faire. Car depuis le début, vous voyez que Falco ne se résigne pas à la fatalité des Eldiens ou des Mars. Il trouve cette guerre, finalement, comme quelque chose qui ne l'attire pas. Et ça, c'est important. Donc, Falco va rentrer en contact avec le sang royal de Zeke et arrêter le grand terrassement. Et ça, c'est vraiment très important. Et pour terminer, souvenez-vous de ce que Pixies, et ça c'est dès le début de Shingeki no Kyojin, Pixies a dit à Eren. Pixies, il dit à Eren que si une menace plus grande que les titans et que la guerre entre finalement les Eldiens, ou en tout cas que la survie des Eldiens, et plus tard on verra que plus important que le conflit entre les Mars et les Eldiens, si finalement un conflit plus gros, ou en tout cas une menace plus grosse pour l'humanité apparaissait, il serait fort probable que les humains mettent de côté tous leurs différends pour s'unir contre une menace qui transcende leurs différences. Et je pense que finalement, c'est ça l'objectif d'Eren. Eren sait très bien qu'il va mourir, et la liberté à laquelle aspire Eren, je pense pour moi que ce n'est pas la liberté à laquelle on pense, ce n'est pas la liberté finalement de se balader comme il veut, c'est finalement la liberté de mourir soulagé du fardeau qu'il porte, c'est-à-dire le fardeau d'accomplir cette mission. Et finalement, sa propre mort le libérera du fardeau du titan assaillant, lui libérera de la guerre, le libérera des combats. Et je pense que Eren a donné à ses amis et à l'humanité une voie, une issue de sortie à cette guerre qui entredéchire les êtres humains pour s'unir tous ensemble. Finalement, c'est s'unir tous et survivre ou périr ensemble. Donc voilà les Nakama.
À vous de me dire ce que vous pensez de cette petite théorie que j'ai élaborée assez rapidement parce que je pense qu'elle est vraie. Du coup, laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette théorie. Est-ce que vous pensez qu'elle est plausible? Est-ce que vous pensez que ce que je dis est probable et c'est très certainement la fin de Shingeki no Kyojin? Est-ce que vous pensez qu'il y a des failles dans cette théorie? Et n'hésitez pas à les partager en commentaire. Likez, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo théorie sur la chaîne de Kenichi Maru les Nakama. Abonnez-vous!